On va sauter de petit corps en petit corps pour aller se promener sur quelque chose d'un peu plus grand qu'une comète. On va aller explorer Cérès. Alors Benoît Carry, c'est à vous. Vous êtes donc de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, planétologue. Voilà, et vous allez nous parler. J'ai le micro, mais voilà. Vous allez nous parler donc de la mission Dawn, dont on n'a pas beaucoup parlé dans la presse, qui a. Hop, c'est sur l'autre PC. On aurait pu passer cette diapo-là, mais c'est pas grave. Allons-y. Qui a déjà survolé un premier astéroïde, Vesta, il y a quelques années. Hop. Heureusement qu'on a des gens du CNES pour les parties techniques. Et qui, eh bien, depuis quelques mois, orbite un autre astéroïde, Cérès, le premier même des astéroïdes, puisque c'est le plus gros. Alors là, on a un corps différencié à nouveau. De Mars à Cérès, finalement, eh bien, il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est la taille. On est sur un corps planétaire sphérique. Le seul... Différencié, on ne sait pas encore. Il y a des questions encore. D'accord. Par contre, alors la grande surprise quand même, grande surprise, puisqu'on savait qu'il y avait des choses un peu surprenantes grâce au télescope spatial Hubble, a priori, et puis de quelques observatoires aussi de l'ESO, si je me trompe. Keck et ESO. Ou de Keck. Le Keck et l'ESO. Et surtout voilà. Herschel. Et Herschel. Herschel. Et puis là, on arrive il y a quelques mois autour de Cérès et on découvre des tâches extrêmement intrigantes qui m'intriguent toujours, qui sont et qui intriguent la communauté des astronomes professionnels et des astronomes amateurs d'ailleurs, puisqu'il y a eu un vote sur Internet, on va en reparler. Vous allez donc nous expliquer ce que c'est que cette mission Dawn et finalement ce que sont que Vesta et Cérès. Je vais essayer. Allez, allons-y. Pardon. Par contre, il va me falloir les diapositives, s'il vous plaît. Alors, les diapositives, si on peut basculer. Et voilà. Voilà. Donc, effectivement, je vais aussi parler d'une mission à rebondissement. Alors, pas physiquement comme les petits rebonds de filet sur le noyau, mais Dawn, en tant que mission, a eu beaucoup de rebondissements et de différentes étapes depuis son début. Alors, j'ai moins de belles images, parce que la mission, en fait, autour de Cérès, c'est un peu au début. Donc j'ai un peu complété avec aussi son histoire et notre histoire du système solaire. Donc ça va un peu compléter ce qu'a dit Annie Chantal juste avant. Donc c'est exactement ce qu'elle vous expliquait avant avec la formation d'un système planétaire autour d'une étoile où vous avez un énorme nuage de gaz qui va se contracter, ça se met à tourner, ça fait une belle galette. Et puis au sein de ce nuage, vous avez la poussière qui s'agglomère, qui fait des petits cailloux, quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres, mètres, kilomètres, etc. Et puis, on sait très bien qu'à la fin, on a notre joli système solaire. C'est la vue un peu canonique de la formation stellaire, enfin la formation planétaire, pardon. Et même si dans ces grandes phases, on a, vous voyez, un joli scénario, on a quand même plein de petits points avec des grandes questions. Alors, on se doute que la suite d'événements est celle qui est indiquée ici, parce que on voit notre système solaire, on voit des planètes autour de notre étoile, on voit maintenant quelque chose comme 2000 planètes autour d'autres étoiles, on a vu des disques autour d'étoiles, ça c'est l'étoile Fomalhaut, et c'était une vue du HST, déjà il y a au moins quasiment une dizaine d'années, on voit un joli anneau de matière, et cerise sur le gâteau, là le petit carré, si on a un zoom, en fait on voit un point qui se balade, donc c'est une planète qui a encore dans son disque, oups, c'est le problème d'utiliser la souris, et puis à droite une vue très récente par ALMA, le radio-observatoire international, où on voit un disque avec des trous dedans. Donc on se doute bien que les trous dans le gaz, c'est là où les planètes en fait, sont en train de passer les coups de balai, ramener tout le gaz et la poussière sur elles-mêmes pour grandir. Donc on a des bonnes idées là-dedans, mais encore une fois, il y a des points où on a des petits doutes, comment on passe de quelques centimètres à quelques mètres, par exemple. Et donc c'est pour ça, entre autres, qu'on étudie les planètes et qu'on étudie aussi les petits corps. Alors ici, je fais la pub pour les petits corps, donc ça vaut pour la présentation d'Annie Chantal et celle de François, mais Mars, c'est trop gros. Il est où? Il est disparu? Non, ce que je voulais dire par là, c'est que pour les petits corps, on a un énorme avantage qui est le nombre. Vous avez 8 planètes dans le système solaire et on a plusieurs millions, c'est sûr, de petits corps. On en connaît à l'heure actuelle quelque chose comme 690 000, 680. Et puis surtout, ils se baladent sur tout le système solaire. Vous n'avez pas que quelques petits points dans le système solaire, vous avez vraiment de très près à très loin. Donc vous avez des choses très sèches, très rocheuses au début, et puis, comme l'a dit Annie Chantal, vous allez vers l'extérieur, vous avez de plus en plus de glace, de choses volatiles. Donc on va avoir un échantillonnage, si vous voulez, sur le système solaire avec plein de petits points de référence. La deuxième bonne nouvelle, et c'est là la différence vraiment avec les planètes, c'est que les petits corps sont tellement petits qu'ils n'ont peu ou pas d'activité interne.
Donc sur Mars, on voit très bien des volcans, des choses comme ça. Sur Vénus, sur la Terre, on a de la tectonique des plaques. Et donc les matériaux qu'on voit à la surface à l'heure actuelle sont passés une fois dans le manteau, ont été chauffés, sont remontés, sont redescendus. Et donc la roche que vous pouvez trouver à la surface de Mars ou celle de la Terre, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec la première composition de ces planètes. Avantage sur des objets qui font 50 km de large, vous n'avez pas du tout de tectonique des plaques. Donc la composition, à part la petite couche en haut là, qui peut être altérée spatialement, comme une des questions le mentionnait, vous avez des corps assez primitifs. Donc vous avez vraiment le chronomètre vers le jeune système solaire. Et puis la plupart des corps connus sont soit dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter, soit ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, au-delà de la ceinture au-delà de Neptune. Alors, donc Dawn est une mission de la NASA qui a commencé à visiter Cérès là, depuis 2 mois et qui avant a visité Vesta. Et la question était pourquoi prendre ces 2 astéroïdes-là et pourquoi pas n'importe quel autre, un peu, c'est comme pour les comètes, pourquoi celle-ci, pourquoi celle-là. Et c'est vraiment lié à la question de formation planétaire. Et donc l'idée était de dire, on va prendre quand même des astéroïdes qui soient suffisamment gros pour être sur leur chemin pour devenir des planètes, parce qu'encore une fois, si je prends un astéroïde qui fait 25 km, globalement, c'est juste le résultat de collisions en cascade depuis quelque chose de grand à petit, alors que là, on a l'inverse, on a des corps qui est en train de grandir, et puis qui se sont arrêtés de grandir, donc on est un instantané de une mini-Terre ou un mini-Mars en train de se former. On pense que Cérès et Vesta se sont formés entre 5 et 10 millions d'années après le début du système solaire, alors qu'on a des processus qui ont duré plus longtemps pour la Terre et Mars. Évidemment, ils ont plus grossi, une trentaine de millions d'années pour Mars et 50 pour la Terre. Et puis, donc maintenant, pourquoi pas 1 et 2 ? C'est parce qu'en fait, ces 2 astéroïdes sont vraiment des archétypes de composition. Ils définissent des classes de composition d'astéroïdes. D'un côté, on a Cérès. Justement, c'était la question de est-ce qu'il est différencié, est-ce qu'il est homogène. Alors là, il y a toujours eu un débat dans la communauté sur Cérès. Mais bon, on a toujours eu des évidences, des indices qu'il était hydraté. Donc il y avait sûrement eu de l'eau, des argiles, des choses comme ça. Et on le relie aux météorites qu'on appelle chondrites carbonées, qui sont des météorites assez primitifs, qui n'ont pas été chauffés et qui ont eu des phases aqueuses. Et de l'autre côté, donc vraiment l'opposé, Vesta, qui lui, il n'y a pas de doute, il est différencié, puisqu'à la surface, on voit des basaltes, donc c'est exactement ce que vous avez dans les Alpes, c'est de la roche, du magma qui a été refroidi, a priori très très sec, pas de présence d'eau, et relié aux météorites achondrites HED, les howardites, eucrites et diogénites, qu'on a aussi sur Terre, et le fait qu'elles soient achondrites veut dire qu'elles sont passées par des phases de très haute température. Donc a priori, pour le choix des 2 cibles, on avait vraiment quelque chose de primitif, froid, humide, et puis quelque chose qui avait été chauffé, qui était plus évolué. Alors maintenant, je vais vous décrire un petit peu la mission Dawn avant d'arriver à Cérès. Alors, Dawn est une mission de la NASA, et il faut bien voir que le programme scientifique de la NASA en fait est très, très ciblé. C'est tout ce qui est formation et évolution de notre système solaire, ainsi que conditions d'apparition de la vie et est-ce qu'il y a de la vie ailleurs. Et puis en 3e panel, vous avez un peu la protection de la vie. Donc c'est la version guerre des étoiles, où on essaie de trouver des astéroïdes qui sont un danger pour nous. Et au sein de ce programme de la NASA, qui est tentaculaire, il y a un programme qui s'appelle le Discovery Program, qui avait commencé il y a 30 ans, 20 ans, pardon. Et l'idée de ce programme, en fait, était de dire on va faire les choses plus vite, plus petites, mais moins chères. Et donc, au lieu d'avoir des énormes missions qui pouvaient dont le développement pouvait s'étaler sur très longtemps, l'idée était de dire ok, à partir de maintenant, on va faire des petites missions. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'à partir du moment où on choisit une mission, on la lance en moins de 3 ans. Donc, c'est quelque chose de vraiment très rapide par rapport là aux échelles de temps. Vous voyez, Rosetta donc, a été acceptée en 1996, lancée en 2004. Donc, il y a eu 10 ans à peu près, 8. Là, on parle de 3 ans, donc la moitié moins. En termes de coûts, donc c'est dans une enveloppe de 400 millions de dollars. Alors ça peut paraître énorme, mais il y a 400 millions d'Américains. Donc en fait, si vous faites une mission sur 3 ans pour un coût de 400 millions, c'est 30 centimes par Américain par an. Ce n'est pas non plus un coût délirant. Et donc, avec un rythme de lancement de ces missions tous les 1 à 2 ans. Et au final, ils ont tenu un rythme plutôt de 2 ans. Et donc sur les 20 dernières années, ils ont réussi à faire 12 missions. Il y a eu un seul échec qui était une mission qui s'appelait Contour, qui devait aller rencontrer plusieurs comètes. Et en fait, juste après le lancement, ils ont l'impression que la sonde s'est cassée en 2 quand ils ont mis un coup de propulseur. Mais bon, sinon, toutes les autres missions ont bien rempli
leur mission, justement. J'ai mis quelques noms là, il y en a peut-être qui vous font réagir. On a parlé de Stardust avant, il y a Dawn évidemment maintenant. Il y a eu des missions planétaires comme Mars Pathfinder, qui était le premier rover à arriver sur Mars, justement pour voir comment on fait pour délivrer un petit rover. Voilà. Et donc, dans ce programme, justement, Dawn a été proposé, je crois, la première fois en quelque chose comme 96 ou 97. Il n'a pas été sélectionné. Une deuxième fois proposé en 98, toujours pas sélectionné. Et arrive 2001, cette fois-ci, troisième essai de la proposition Dawn pour le programme Discovery. Et il a accepté en même temps que Kepler. Vous avez dû entendre parler de la mission Kepler, qui était le chasseur d'étoiles, qui a fait quelque chose comme 2 à 3 000 candidats exoplanètes. C'est les deux petites vues du bas, hein, Kepler. Et puis là, Dawn sélectionné. Mais les débuts ont été vraiment difficiles pour Dawn, ce qui est assez drôle, parce que c'est quand même une mission qui s'appelle Aube, et le début est difficile. Et ça tient vraiment, en fait, au fait que sur une mission spatiale, comme les échelles de temps sont longues, même si c'est le Discovery Program, et qu'il y a des aléas de financement. Et donc, même au moment où la mission a été acceptée, il y avait déjà des petits problèmes pour la financer, ce qui fait qu'au bout de 2 ans, la mission a été annoncée comme annulée par la NASA. Alors là, il y a eu un énorme travail de la part du PI pour essayer de remettre la mission sur pied. Effectivement, il y est arrivé. Donc, quelques mois plus tard, la mission est remise en route et on dit ça y est, Dawn va voler. Par contre, ils avaient taillé un peu pour le budget et malheureusement, il y avait 2 instruments qui ont sauté à ce moment-là. Il y en a un qui était un magnétomètre, donc pour mesurer le champ magnétique, et un autre qui était l'altimètre laser, pour vraiment avoir la topographie des astéroïdes. Et au moment où le magnétomètre a été abandonné, c'était une perte scientifique énorme, parce que sur les météorites HED donc, qui viennent de Vesta, on trouve des champs magnétiques résiduels. Et donc il y avait une énorme question qui était qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle sur Vesta? Est-ce que c'est comme sur Mars, à la surface, il y a des petits champs magnétiques résiduels, ou alors on a encore un champ un peu plus global? Et donc c'est tout un pan scientifique de la mission qui a été supprimé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on faisait toutes les autres questions. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Octobre 2005, la mission est annoncée comme étant mise en stand-by par la NASA. À nouveau, ils avaient des problèmes de coûts qui étaient en train d'exploser. Sans que la NASA ne dise rien, en fait, dans la presse, on a commencé à avoir des rumeurs d'annulation. Et effectivement, ça n'a pas manqué. En fait, en mars 2006, la NASA a annoncé qu'ils abandonnaient la mission. Et là, cette fois-ci, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est l'entreprise qui avait été choisie pour construire la mission, qui a dit écoutez, pas de problème, nous on le fait à prix coûtant juste pour pouvoir vraiment gagner l'expertise. On ne fait pas de bénéfice dessus, mais s'il vous plaît, remettez-la. Donc il y a eu une énorme négociation, et puis en fait, ça a dû durer 3 semaines, et la mission a été à nouveau remise en route. Donc vous imaginez à ce moment-là le nombre de nuits blanches passées par les gens qui travaillaient sur la mission, en train de se dire ça fait 5 ans que je suis dessus et ça ne va pas être lancé. Alors justement, lancement, juin 2007 à Cap Canaveral, on avait été invité pas mal de scientifiques à travailler sur Ceres et Vesta pour le lancement. Et on devait avoir 4 jours de conférence avant pour parler de ces 2 objets. Et le premier jour, le PI dit en fait, désolé, mais ça ne sera pas lancé au mois de juin. Parce que là, c'était une question vraiment météo. Et après, il y avait une petite fenêtre où on pouvait bien se mettre sur une bonne orbite pour partir sur Ceres et Vesta. Et cette fois-ci, ça n'a été retardé que de 3 mois. Septembre 2007, tout le monde applaudit. Cette fois-ci, alors j'ai pas le film, mais évidemment, ils ont applaudi, vous imaginez. Et la sonde part en orbite. Alors, quelques petits mots sur les instruments. Alors, après avoir enlevé donc, le magnétomètre et l'altimètre laser, en fait, il ne restait plus que 3 vrais instruments. Une caméra, framing camera, qui est de conception allemande. En fait, c'est très très proche de la caméra qui vole sur Rosetta. Il y avait un détecteur de rayons gamma et de neutrons qui lui est un instrument américain. Il y a un spectromètre visible et proche infrarouge qui est de conception italienne, qui a beaucoup hérité aussi du spectromètre sur Rosetta, et aussi de celui sur Cassini. Et puis il y a ce qu'on appelle la science de gravité, qui est en fait de la radioscience. On est bien obligé de dialoguer avec la sonde pour qu'elle nous envoie les informations et qu'on lui donne les commandes. Et en fait, on peut faire énormément de science avec ça, juste en étudiant par effet Doppler les avances et les retards du signal. Alors, un peu comme a fait Annie Chantal, je vais faire une petite carte de visite des différents instruments pour se donner une idée. Donc, je dirais que la caméra, c'est l'instrument que vous allez voir sur toutes les sondes spatiales. Je dirais, vous faites du tourisme, vous voyagez 500 millions de kilomètres, ça serait dommage de quand même pas emmener une carte postale à la maison. Et donc, on prend toujours des photos. Mais en plus de ça, il y a des vrais impératifs, je dirais, techniques, qui est juste la navigation. Vous avez besoin d'une caméra quand même pour vous repérer autour de l'objet et savoir après où est-ce que vos autres instruments pointent, si jamais ce ne sont pas des instruments qui prennent des images. Sinon, vous ne seriez pas capable de mettre une localisation sur le corps. Et puis surtout, le fait d'avoir de nombreuses images à haute résolution prises autour du corps va vous permettre en fait d'étudier la topographie
du corps, donc tout ce qui est montagne, creux, cratère, de manière très précise, et les unités morphologiques à la surface. Donc pourquoi on fait ça? Vous avez vu sur Rosetta, enfin sur Churyumov et Gerasimenko, suivant les structures qu'on voit, on voit des processus géologiques différents. On peut voir des cratères, ça va donner des indications sur l'âge. C'est ce qui a été vu sur Mars entre les plaines du Nord et du Sud. Donc c'est vraiment crucial d'avoir ça. Alors cette caméra a une résolution de 9 mètres par pixel quand vous êtes à 100 km. Et pour CERES, l'orbite va être à 300 km au final. Donc en gros, on aura dans les 40 mètres de résolution au sol. Et puis, en fait, nous, on appellerait presque ça un grand champ en astronomie, 5 degrés par 5 degrés. Mais si vous pensez à votre appareil photo numérique, c'est un tel objectif. Et donc, c'est des caméras qui prennent des images en visible. Là, ce que vous voyez, les images à droite sont au début de Vesta, qui a été orbité par Dawn en 2011. Deuxième instrument, VIR, qui est le spectromètre visible infrarouge. Là, les questions qu'on se pose, et pourquoi on emmène des spectromètres, c'est évidemment pour la composition de la surface, mais aussi pour la température de la surface. Alors, j'ai juste mis le petit graphe à droite pour expliquer un peu comment on fait. Vous avez le soleil qui éclaire votre astéroïde, vous récupérez la lumière, et ce qu'on fait, c'est qu'on met un spectromètre, donc c'est la même chose que si on avait un prisme, et vous décomposez donc la lumière suivant les longueurs d'onde. Donc là, ici, c'est un exemple en visible et proche infrarouge, parce que c'est VIR, et l'idée va être de comparer combien de lumière on reçoit en blanc, en rouge, en vert. Là, les sièges sont rouges, donc en fait, il y a plus de lumière en rouge qu'en bleu. Ce serait exactement un spectre comme ça, où là, dans le visible, vous avez plus de lumière ici en rouge qu'en bleu. D'accord ? Et on fait ça pour les surfaces planétaires, dans l'exemple ici. L'idée, c'est qu'après, vous avez plein de minéraux sur Terre. Il suffit de demander aux géologues, ils ont des armoires et des armoires de minéraux forts de 200 ans de géologie. On prend les météorites, on leur fait subir exactement la même chose en laboratoire, on les éclaire par une lampe, on regarde la lumière à nouveau au travers d'un prisme, et puis après vous pouvez essayer de faire des concordances entre, ici par exemple, la ligne bleue qui sont les HED et Vesta, et vous dites, ah tiens, quand même ça ressemble, j'ai les genres de bosses et j'ai les montagnes russes au même endroit. Et puis par contre, celles-ci qui sont donc les chondrites carbonées, plus proches de Cérès comme je disais au début, qui ne ressemblent pas du tout. Donc dans l'histoire de la composition, on a un peu travaillé comme ça. Donc, en plus de la composition via ces méthodes-là, on peut avoir des informations sur la température, puisqu'on émet tous du rayonnement via notre propre chaleur. Et ça se voit aussi dans le spectre, un peu plus loin dans l'infrarouge. Et puis, il y a aussi les propriétés du régolithe, suivant si la poussière à la surface des corps est petite, grosse, ça ne donne pas tout à fait les spectres, ça les module un peu. Et donc, on peut avoir des informations vraiment sur le pactage de la poussière par terre. Même si, désolé pour le mot poussière, comment tu dis, des particules solides. Une résolution un peu moins bonne ici pour VIR, évidemment, parce que vous avez un système un peu plus complexe. Donc là, on aura une résolution de 250 mètres par pixel. À la dernière orbite autour de Cérès, ça fera une résolution à peu près d'1,5 km. Donc autant sur les images, on aura des résolutions d'une cinquantaine de mètres, donc on verra vraiment des petits blocs, autant là, avec les spectres, ça sera autour du 1,5 km. Je vais sauter ça. Troisième instrument, le détecteur de rayons gamma et de neutrons. On va faire aussi des spectres, mais cette fois-ci, on ne va pas s'intéresser au rayonnement lumineux. On va s'intéresser donc, rayonnement lumineux, les rayons gamma, mais on va aussi collecter les neutrons. Et en fait, l'idée est d'utiliser les particules cosmiques, donc c'est des particules alpha qui viennent percuter la surface, qui donnent de l'énergie en fait aux particules en surface. Celles-ci même vont réémettre ou moduler le rayonnement qui est incident. Et donc, on a un genre de spectromètre, c'est un spectromètre sur Dawn, qui collecte ces gamma. Et en fonction des longueurs d'onde attrapées, donc là vous avez la longueur d'onde exprimée en énergie, vous avez des pics qui correspondent à des espèces bien connues, le fer, le magnésium, la silice, et puis ça vous donne en fait la composition des roches. L'énorme avantage en fait de ceci, c'est que vous avez une composition vraiment élément par élément. Vous pouvez dire j'ai 3 fois plus de magnésium que de calcium par exemple. Aussi un autre avantage, c'est que vous avez une petite profondeur de scan, alors qu'avec la lumière, vous allez avoir accès au premier nanomètre sur la surface. Avec un détecteur de rayons gamma et de neutrons, on va pénétrer quelques dizaines de centimètres, on va dire. Et ensuite, donc, la gamme spectrale choisie pour Ground fait qu'ils sont sensibles aux éléments qui vont typiquement composer les roches, donc la silice, le magnésium, aluminium, calcium, et puis aussi à celles qui vont faire plutôt des glaces, comme oxygène, hydrogène, carbone et compagnie. Et plus quelques éléments radioactifs, thorium, uranium. Voilà, donc les 3 instruments vraiment montés à bord de Dawn.
Et puis, comme je disais, la Gravity Science, qui est l'expérience du pauvre, puisque de toute façon, vous devez téléphoner à la Terre, communiquer avec la Terre. Mais par contre, il y a une chose en fait incroyable, fondamentale, hein, c'est que sans ça, on n'aurait jamais la masse des corps. Enfin non, si on pourrait l'avoir, parce que là, ici, on est en orbite. Mais souvent, quand on fait que des flyby, c'est uniquement le changement d'orbite de la sonde, mesuré par Doppler, par science de télémétrie, qui nous apporte la masse des corps. Et vous voyez bien, on a parlé tout à l'heure de la densité de CG, Churyumov-Gerasimenko. Il est vraiment dur. CRS, c'est quand même plus facile à dire. Donc la densité du noyau de 0,5, c'est-à-dire que pour le même poids, vous auriez 2 fois plus de volume de glace. Et ça vous donne des informations sur la structure interne, sur ce qu'il peut y avoir dedans. Donc en fait, avoir la masse pour ensuite, via la forme, nous déterminer la densité, est en fait la clé pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc c'est des expériences absolument vitales. Et là, on n'a pas seulement la masse, mais on a même une description de tout le champ de gravité autour des objets, avec une résolution d'environ 90 km pour Vesta, de 300 pour Ceres, parce que les orbites ne sont pas tout à fait à la même altitude sur les deux corps. Quelques mots maintenant sur comment en fait Dawn est parti de la Terre et est arrivé jusqu'aux 2 astéroïdes. C'est un peu plus simple que dans le cas de la comète, parce que vous avez vu, la comète avait une orbite extrêmement elliptique, et donc il fallait prendre beaucoup de vitesse pour aller l'attraper très loin. Ici, en plus, Dawn a un mode de propulsion assez spécial, donc c'est un petit moteur ionique, contrairement aux fusées habituelles. Vous savez, vous avez des ergols et puis ils envoient des gros coups de booster. Là, vous avez un petit module en fait, qui accélère des ions et les éjecte. Donc c'est une poussée minuscule. Ça avance, ça accélère, je ne sais pas, aller 100 fois moins vite qu'une voiture du commerce. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser ces moteurs presque continuellement pendant plusieurs années. Et donc, on a eu un départ de la Terre en 2007. Et puis, tranquillement, l'orbite s'est agrandie jusqu'à rencontrer Mars environ 1 an et demi plus tard. Et puis, ça a continué tranquillement à s'agrandir. En juillet 2011, la sonde s'est mise en orbite autour de Vesta et en fait a eu 3 orbites successives de plus en plus proches de Vesta pour cartographier Vesta et étudier cet objet. Et donc a suivi évidemment l'orbite héliocentrique de Vesta jusqu'en septembre 2012. Ça a duré un peu plus d'1 an, où il y a eu vraiment beaucoup de sciences faites sur Vesta. Et puis de nouveau, Dawn est remonté sur des orbites de plus en plus lointaines par rapport à Vesta, jusqu'à sortir en fait de son couplage avec Vesta, sortir de son puits gravitique, et puis est reparti sur une trajectoire interplanétaire pour arriver au mois de mars dernier en orbite autour de Cérès. Donc c'est un petit plus, comme pour Rosetta, vous avez toujours en fait sur une mission spatiale des premières fois. Là, c'était la première fois qu'on se mettait en orbite autour de 2 corps autres que la Terre. Donc voilà les orbites autour de Cérès. C'est exactement le même schéma pour Vesta. Vous avez le corps au milieu. Au début, on arrive, on se met sur une orbite assez lointaine. Ça permet de prendre des vues à très grande échelle et puis un peu de cartographier pour se dire tiens, on va faire ci, on va faire ça. Et puis petit à petit, on arrive sur des orbites de plus en plus près qui nous permettent d'avoir une meilleure résolution et donc d'étudier plus finement la surface. Alors maintenant, je ne vais pas du tout parler de Vesta, parce qu'en fait, aussi bien, on parle maintenant beaucoup de Rosetta, surtout en Europe, parce qu'il y a eu donc toute l'arrivée en novembre dernier, Philae, les jolies images et la science qui va avec. Autant, effectivement, depuis janvier, on va dire qu'il se passe beaucoup de choses du côté américain sur Dawn, ils en parlent beaucoup, autant ici, on n'en parle pas beaucoup. Par contre, je peux vous assurer qu'en 2011, je regardais les news et ça a parlé beaucoup de Vesta. Mais bon, là, en une demi-heure, je vais me concentrer plutôt sur Cérès. Et donc, comme le disait tout à l'heure Gilles, quand on est arrivé à Cérès, on a vu ces choses-là qui sont quand même extrêmement brillantes par rapport à une surface qui, par contre, elle, est extrêmement noire. C'est comme la comète, c'est vraiment des surfaces très sombres. Mais bon, les points en question étaient, on va dire, connus depuis quelques temps. Alors, à nouveau, je vais revenir un peu en arrière sur Cérès pour vous montrer en fait à quel point Cérès est un corps important. Il faut bien voir que depuis quasiment toujours, on va dire dans l'Antiquité, on connaissait 5 planètes, plus la Lune et le Soleil. Évidemment, les gens ne comptaient pas la Terre comme étant une planète elle-même, mais on va dire que la connaissance de l'humanité était les 6 planètes et le Soleil, plus satellite. Et le premier corps nouveau, qui n'était pas connu par tous les anciens, dont pour la première fois on a bien dit c'est un corps qui tourne autour du Soleil, c'est effectivement la comète de Halley, comme mentionné. Avant, les gens pensaient que c'était des phénomènes atmosphériques. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était des corps en fait, au-delà de l'orbite de la Lune. Et pour la première fois, on a compris que ça tourne autour du Soleil. C'était 1758. En fait, il n'y a pas si longtemps que ça.
Et donc il y avait à partir du moment en fait, où la mécanique newtonienne a triomphé, on avait prédit, c'est Halley donc qui avait prédit le retour de la comète pour 58, les gens en fait ont beaucoup cherché de comètes. Et une trentaine d'années plus tard, vous avez Uranus découvert par Herschel, astronome anglais. Et donc on dit, tiens, waouh, c'est la première fois en fait qu'il y a un souvenir de quelqu'un qui découvre une planète. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'au moment où Cérès est découvert en 1801, voilà le système solaire connu. Donc Cérès, au moment où il a été découvert, les toutes premières notes de Piazzi, qui était astronome en Sicile, dit, voilà, je pense avoir découvert une nouvelle comète, mais quand même, je ne vois pas la fameuse queue, donc j'ose pas trop le dire, mais quand même, j'espère que c'est plus qu'une comète. Et donc, dans ses premiers échanges avec les autres astronomes, il s'est dit, mince, là, je viens de mettre le doigt sur quelque chose d'énorme, en fait, j'ai découvert une nouvelle planète. Et donc, pendant un certain temps, Cérès a eu le titre de planète comme Mars, Vénus, etc. Donc, c'était un corps énorme. Par contre, avec les années suivantes, les gens ont commencé à découvrir de plus en plus d'objets justement sur des orbites pas très très loin de Cérès. Il y a eu Pallas l'année d'après, quelques années plus tard, Junon, Vesta, Astraea. Bon, ça a pris un peu de temps pour arriver au 5e. Mais quand même, on a commencé à peupler cette région-là entre Mars et Jupiter. Et puis, en fait, c'est presque dès le début, c'est en 1802, je crois, que Herschel a dit, mais attendez, c'est pas une planète, c'est même pas un astre, c'est un astéroïde. Là, vos trucs, c'est pas des planètes, c'est quelque chose de moindre. Donc, sur le coup, il y a eu un flair assez énorme, parce qu'effectivement, maintenant, on en connaît 660 000. Effectivement, c'est pas la même chose. On est bien sur les rebuts de formation planétaire qui sont parvenus jusqu'à nous, mais c'est plus les briques oubliées de la construction. Et donc Cérès, qui était une planète en droit, a été rétrogradée au titre d'astéroïde. Alors par contre, vous avez peut-être vu, il y a des fois, je mets 1 Cérès entre parenthèses, 4 Vesta. Et en fait, c'est une habitude qu'on a pris en fait, pour rappeler les ordres de découverte. Donc 1 Cérès, c'est le premier, 2 Pallas, etc. Et donc les petites parenthèses, c'est parce qu'au début aussi, ils mettaient un rond en fait, autour, comme si c'était des planètes. Donc bon, Cérès, qui était quasiment une planète en titre, rétrogradée en tant qu'astéroïde. On arrive à la découverte de Neptune une cinquantaine d'années plus tard par Gale, suivant les prédictions de Le Verrier. Et je fais une introduction pour toi pour plus tard, New Horizon. On a Pluton découvert en 1931 par Tombaugh. Ce qui est drôle, là, c'est petite. J'aime bien toujours le fait que l'histoire se répète. Quand Pluton a été découvert, on a dit c'est une nouvelle planète. Et en fait, il s'est passé exactement la même chose que pour Cérès. On a commencé à découvrir 1, 2, 4, 5, 10 000. Le premier des autres découverts ici, dans cette région, c'était 1992 QB1 par Dave Jewitt et Jane Liu. Et en fait, de la même manière que Cérès était rétrogradé au terme d'astéroïde, on a rétrogradé Pluton, puisqu'en fait, ce n'est qu'un échantillon parmi N de ces objets. Et puis, bon, on a quand même donné une petite médaille de consolation à Pluton en l'appelant planète naine. Et au final, Cérès a hérité de la même chose. Mais vous avez vraiment ces deux réservoirs de corps primitifs du système solaire, ceinture principale entre Mars et Jupiter avec plutôt des corps rocheux, en tout cas ça c'est la vue canonique on va dire, et puis des corps plutôt glacés, ceinture de Kuiper. Et la troisième grande région dont Annie Chantal a parlé, très très loin, à 50 000 unités astronomiques, l'unité astronomique est la distance Terre-Soleil, le nuage de Oort. Donc voilà un peu pour les prémices de Cérès. Maintenant, en termes de composition, je vous ai dit tout à l'heure, Cérès, c'est plutôt hydraté, relié aux météorites condensées carbonées, et puis Vesta, les météorites HED. Alors, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, ce petit graphe. On a commencé à découvrir la composition d'astéroïdes en regardant comment la lumière se répartissait en fonction de la longueur d'onde dans le visible. Et puis, ça a vraiment bien marché, parce qu'on a, comme pour Vesta, vraiment des associations très claires entre certains types d'astéroïdes et certains types de météorites. Et en fait, on arrive à faire vraiment des liens clairs quand, dans le spectre, vous avez des signatures claires. C'est le cas pour Vesta. Vous voyez, il y a vraiment deux énormes montagnes russes. On appelle ça des bandes d'absorption. C'est des fréquences à laquelle la lumière est absorbée en fait, par le cristal à la surface. Pardon. Et quand vous avez une signature comme ça, c'est très dur en fait, de l'associer à plusieurs minéraux. Vous avez vraiment un minéral donné, par exemple, qui va la reproduire, et pas un autre. Et donc comme ça, vous pouvez être sûr que cette surface planétaire est faite de ce type de matériaux ou de cet assemblage de matériaux. Problème pour Cérès, en fait, depuis sa découverte, je dirais c'est presque un encéphalogramme de grenouille, son spectre. Vous voyez, c'est complètement plat, enfin c'est assez plat, et donc il n'y a pas de détails forts, et c'était très très compliqué, de manière non ambiguë, de dire Cérès est fait de ce type de minéraux, parce qu'on n'a justement pas de signature. Alors,
La forme générale était quand même très proche de celle des conduites carbonées. L'aspect très sombre était aussi bien correspondant aux conduites carbonées. Et puis, on avait vraiment en fait envie de faire cette association. Ça donnait enfin, si vous voulez, c'était pas quelque chose de net, mais c'était ce qui paraissait le plus logique. Et donc, même si depuis toujours on associe un peu CRS aux conduites carbonées, c'est quelque chose qui reste encore à prendre un peu avec des pincettes. La grande différence arrivait dans la fin des années 70, quand on commençait à faire des spectres un peu plus loin dans l'infrarouge, autour de 3 microns. Et là, on a vu une bande d'absorption très forte. Là, vous avez la partie visible proche infrarouge et les petits points, CRS. Et puis, les gens ont fait ces points-là, et là, d'un coup, on voit une énorme chute. Et puis, les 3 courbes sont, par comparaison, des météorites conduites carbonées étudiés en laboratoire. Et on voyait donc cette énorme bande autour de 3 microns qui correspond en fait à des argiles et des minéraux hydratés dans ces météorites. Puis il y a même des gens qui ont dit mais ça se trouve c'est peut-être de l'eau. Mais ça a été une association très très controversée. On arrive dans les années 90, il y a des gens qui ont dit avoir détecté en fait de l'OH, du gaz d'eau dissocié autour de CRS, mais c'était très marginal encore une fois. Pendant des années, en fait, les gens sont un peu écharpés sur cette question. Et enfin, on arrive en 2012 avec la sonde Herschel de l'ESA, qui là fait une détection très très claire, univoque, d'eau autour de CRS. Et par contre, ce qui était assez étrange, c'est que c'était variable avec le temps. C'est pour ça que je dis exosphère et pas atmosphère. Visiblement, il y a de l'eau qui est émise, puis qui n'est pas en fait maintenue par CRS, parce que la gravité n'est pas suffisamment forte, donc ça part, mais qui est parfois il y a de l'eau réinjectée en orbite. Alors, depuis le HST, ça c'est les images du haut, ou depuis le sol, c'est des images Keck, on avait quand même réussi à voir un peu la surface de CRS. Vous voyez ici un énorme spot très brillant, et puis ici un autre qui est brillant avec une petite tache. Alors, c'est pas le même, hein, mais on voyait bien, chaque image correspond à un moment de la rotation différent, on voyait des petites taches à la surface, et puis on pouvait reconstruire une genre de carte. Vous avez la latitude, longitude, hein, c'est une carte comme celle qu'on a à la maison, avec effectivement quand même des tâches assez intrigantes. Et puis si on regarde en fonction de la face que CRS nous montre au cours du temps, CRS tourne, donc on voit différentes latitudes sous notre télescope, et qu'on regarde, là c'est le Y, la quantité d'eau détectée par Herschel, on voyait quelque chose qui yoyotait un peu. Et puis on s'était dit, tiens, en fait, cette tâche-là, quand même, et celle-là, elles ont des propriétés un peu bizarres. Et si jamais on disait que c'était elles qui émettent de l'eau façon geyser, on obtiendrait en fait la courbe bleue. Et donc on avait conclu, c'était il y a seulement 1 an, à la présence de geyser sur CRS. Donc, évidemment, on était tous en train d'attendre pour voir les images de cette partie-ci et de cette partie-ci. Sachant que là, ici, dans la partie 0 qui manque sur la carte, c'est l'image là, ici, très brillante. Donc en fait, avant même que on arrive sur CRS, on avait 3 endroits à la surface qu'on avait très envie de voir à haute résolution. Et donc, petite vue d'artiste de CRS, avant d'attaquer sur vraiment qu'est-ce qui se passe là depuis Noël et l'arrivée de Dawn sur CRS. Évidemment, on se rapproche de CRS, donc au début la résolution n'est pas très bonne, et puis plus ça va, plus on gagne. Et donc là, vous avez des images faites de début décembre 2014, où on voit à peine quelques pixels, et puis on se rapproche, donc là vous avez la date en haut, en bas les kilomètres, et puis petit à petit, vous voyez, ça s'affine. On commence à voir apparaître une tache avec quelque chose de brillant, là ça s'affine, on se dit tiens, et puis là, on arrive février, on commence à descendre sur les orbites autour de CRS. Par comparaison, ça c'était une des images obtenues depuis Hubble. Mais donc, vous voyez, de décembre à fin février, en fait, on a commencé à avoir de plus en plus d'images et commencé à essayer de voir quelle tâche correspondait à quoi. Et là, la très bonne nouvelle plutôt, c'est on arrive, ça c'est le 4 mars, où la NASA sort cette image sur Internet avec ce cratère qui doit faire dans les 70 km de diamètre, et puis là, 2 taches très brillantes. Alors malheureusement, donc moi je ne suis pas dans les équipes qui travaillent sur Dawn, donc j'ai été obligé, à coup de JPEG sur Internet par rapport aux travaux que j'avais pu faire, essayer de trouver qui correspond à quoi. Et effectivement, là, ce petit cratère correspond à la tache dont je parlais tout à l'heure, qui était un peu brillante. Alors, évidemment, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est maintenant? Alors le problème, c'est que là, sur ce qu'on trouve sur Internet, ce ne sont que des images, mais évidemment, vous imaginez bien qu'ils ont fait des spectres. Et donc je pense que les équipes sont en train de travailler aux articles, et une fois que les informations seront publiques, on pourra aller plus loin. Mais bon, la mauvaise nouvelle pour nous est qu'à partir de début mars jusqu'à quasiment maintenant, on n'a plus d'images. Pourquoi? Parce que Dawn arrivait depuis le système solaire interne, donc avec le soleil dans le dos, arrivait vers CRS, qui était complètement illuminé. Et en fait, la mise en orbite, vous voyez, arrivait depuis ce côté-ci.
dépasser Cérès, et donc on arrivait au terminateur, c'est-à-dire on passait du côté non éclairé de Cérès pour freiner, et puis revenir. Donc en fait, Down a passé au-delà de Cérès pour revenir. Problème, donc quasiment tout le mois de mars, tout le mois d'avril, on était du côté non éclairé de Cérès, il n'y avait plus rien à voir. Donc aussi, ça doit expliquer la faible activité dans les médias. Donc là, c'était les dernières images avant de passer dans la partie sombre. Le film très accéléré de la rotation de Cérès, on pourra du coup le voir après. Ça, c'est quelques vues des tâches énigmatiques. J'ai encore 2 slides. Et là, à partir donc de, là, vous voyez, c'est il y a 2 semaines. Ça, c'était ce qu'on avait au début du mois. Les tâches maintenant, qui sont de plus en plus nombreuses en fait au fond du cratère. On gagne en résolution. On voit un petit cheptel de tâches. Vous pouvez même voter en ligne pour savoir si c'est des volcans, des geysers, des rochers. Vous voyez, donc tout le monde n'est pas d'accord. Et la dernière image de la semaine dernière, ils nous ont montré un joli zoom de cette région-là, alors qu'ils avaient celle-là juste à côté. Si c'est pas pour nous narguer. Donc voilà. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Je crois qu'on va être dans quelques jours à 1400, enfin on va descendre, à 4000 km dans quelques jours, la semaine prochaine. Et dans quelques mois, on descendra à 1470 km au plus bas. C'est ça ? Non, l'orbite la plus basse, ça doit être dans les 300 km. 300 km encore plus bas. C'est extrêmement bas les très, orbites. très bas. On les a là. Non, voilà. Bon, au plus proche, donc l'orbite finale autour de Cérès, c'est 370 km de haut. D'accord, donc on survolera très bien cette zone-là. Complètement, ça va être une orbite qui passera au pôle, comme les satellites d'observation de la Terre. Et puis, y a-t-il une rapide question? Parce que sinon on va louper Pluton. On ne peut pas louper Pluton. Allez, une question là. Bonjour et merci. Quelles sont les techniques pour descendre au niveau des orbites et pour maintenir les orbites sur des corps qui sont comme Cérès? Alors, pour Cérès, c'est extrêmement facile par rapport à une Churyumov. Parce qu'en fait, Cérès, ça fait 10 000 fois moins en masse que la Terre, mais ça reste quelque chose de très lourd, en fait, de très massif. Donc en fait, là, l'orbite, naturellement, si vous arrivez à la bonne vitesse, vous mettez directement en orbite circulaire, il n'y a aucun problème. Donc vous êtes loin. Et après, ce qu'on fait, c'est que par petits coups, là, des moteurs ioniques, on réduit un petit peu la vitesse, donc ça change un tout petit peu l'orbite, on se rapproche un peu, on remet un petit coup de propulseur, et comme ça, on descend petit à petit. C'est-à-dire que les moteurs ioniques sont très pratiques pour ce genre de choses, en fait. Voilà, parce qu'en fait, ils peuvent tourner vraiment 24 heures sur 24 pendant des années sans problème. Alors que quand on a des propulseurs à ergol, on met un gros coup de booster pour changer très fortement l'orbite, mais après, on est obligé en fait, de les éteindre, sinon on n'aurait plus de carburant en quelques minutes. Donc on donne un coup de thruster, et puis après, pendant 3 mois, on n'y touche plus. Alors que là, en fait, ils corrigent l'orbite, je dirais, minute par minute. L'Agence spatiale européenne avait fait Smart One autour de la Lune avec le même procédé. Et on avait gagné la Lune, au lieu de le gagner en vol direct en 3 jours, on l'a gagné en combien? Plusieurs mois, voire plusieurs années. 17 mois, voilà. C'est ça. Le désinconvénient, c'est que c'est extrêmement lent. L'avantage, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser pendant extrêmement longtemps. Très bien. Une autre question, mais juste une. Hein. Monsieur là-bas. Oui, vous êtes focalisé sur les 2 points blancs sur ce cratère, mais moi, il me semble avoir vu sur vos images qui sont très belles, d'autres points blancs un peu plus au sud. Et ce serait éventuellement le même phénomène? J'en ai vu un peu dans d'autres cratères des points blancs. Il faudrait pas que je me mette en plein écran. C'était sur une grande image. On voyait aussi des points blancs sur d'autres cratères. Alors voilà, je pense que vous pensez à ça. Ça, éventuellement, oui, mais j'ai vu une autre photo. On en a 2, 3 Il y en a un peu partout, en fin de compte. Alors tout à fait. On voit en fait un genre de patchwork façon damier à carreaux. Et vous avez une idée, éventuellement, les scientifiques ont une idée de ce que ça pourrait être ou pas du tout? Alors, j'ai demandé la question aux collègues qui opèrent la caméra, et globalement, ils ont esquivé toutes les questions. C'est l'histoire des primautés, en fait, sur les articles scientifiques. Est-ce que tu as des infos? Non, j'ai pas d'infos, mais en tous les cas, ça a déjà été dit, mais ça ne pourrait pas être de la glace pure, ou alors il faudrait que cette glace pure soit apparue juste avant, puisqu'on sait qu'elle n'est pas stable. Cette glace ne peut pas rester comme ça en l'état. Elle se sublime immédiatement. Elle se sublime. Donc,
est-ce que c'est l'autre hypothèse serait des sels ou alors de la glace salée, voilà. Et peut-être qu'il y aurait une masse souterraine. On a parlé peut-être d'océan souterrain sur un corps comme ça. C'est plausible. Une source, c'est-à-dire une source qui pourrait alimenter des geysers ou avec la des mesure du champ de glaciers. gravité, je pense qu'on devrait répondre sur l'existence d'un océan souterrain. C'est un peu à la mode, on en trouve un peu partout, les océans c'est ça. souterrains. En ce moment, oui. Donc pourquoi pas sur Cérès? Autour de Jupiter. Ceci autour de dit, Saturne. en général, l'épaisseur de la croûte est très épaisse, donc voilà, c'est pas simple de percer des dizaines de kilomètres de croûte non plus. Pour Cérès, sur les différents modèles, donc soit il y a des gens qui imaginent que c'est complètement homogène, il y en a d'autres qui ont proposé en fait des manteaux de glace, où il y aurait une sorte de couche globale de glace. Et aussi, à partir du moment où on a découvert donc, des petits points qui émettent de la glace, la question est-ce que c'est juste un dépôt d'eau à un endroit donné en sous-sol? Annie Chantal, vous aimez les corps glacés, ça vous inspire ces petites taches-là, ces 7 petites taches dans ce cratère? Restons calmes, on va avoir des évidences dans quelques mois. Ah, mais c'est magique quand même. Ça, je suis d'accord, absolument. Ouais. Mais je dirais presque la même chose que ce qui se passe pour Rosetta. Je pense que nos collègues ne veulent pas affirmer quelque chose tout de suite qui risquerait de les faire passer pour des joyaux rigolos dans quelques semaines. Tout à fait. Et vous savez qu'on vit à une époque de l'instant et nous sommes tous... Oui, mais nous, on ne tweete pas. La science, ça ne se fait pas instantanément. Ok, très C'est bien. tout. Parfait, parfait.